Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Crédit Agricole et écrivez tout de suite dans les commentaires l'entreprise que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine. Par la suite, je ferai un sondage avec les entreprises qui sont le plus revenues ainsi que d'autres actions que je trouve intéressantes et j'analyserai l'entreprise qui a gagné le sondage. D'une part, ça me permet de savoir ce que vaut mon audience et d'autre part, ça me permet de mieux référencer la vidéo. Je vous rappelle également que j'ai créé un Discord pour faciliter la discussion. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description. Je réponds à toutes les questions, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou sur le Discord, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Revenons à Crédit Agricole. Donc dans un premier temps, je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Crédit Agricole est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui, à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si vous aimez la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Donc Crédit Agricole en quelques mots, Crédit Agricole a été créé en 1885 et a fait son introduction en bourse en 2001. Elle est le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde. Donc au sein de cette banque, on retrouve différentes activités comme les banques de proximité avec LCL, Crédit Agricole ou encore Before Bank. Ils font également de l'épargne, assurance et immobilier où on retrouve le premier gestionnaire d'actifs européen qui est détenu par Crédit Agricole, qui est Amundi. J'ai fait une vidéo sur l'entreprise Amundi qui a plutôt bien marché et dont je suis actionnaire. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de la vidéo en description et si vous voulez aller la voir par la suite. Il y a également l'activité services financières qui regroupe tout ce qui est en rapport au crédit de consommation et plein d'autres activités qu'on verra par la suite. Au niveau de son actionnariat, la majorité est détenue par la SAS rue La Boétique, qui est la maison mère de Crédit Agricole. Donc elle détient 56%. Ensuite, nous avons 29% avec les investisseurs institutionnels, 3% en autocontrôle, 5% détenus par les salariés et enfin 7% détenus par des actionnaires individuels hors salariés de Crédit Agricole. Et enfin, au niveau de ses concurrents, on retrouve BNP Paribas ou encore la Société Générale. Dites-moi en commentaire tout de suite si vous êtes investi dans le secteur bancaire et à travers quelle entreprise. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, donc ici j'ai essayé de segmenter le plus possible pour que vous avez une bonne visu des activités de la banque Crédit Agricole. Donc ici on va commencer par la grande clientèle qui est 30% est des activités de Crédit Agricole. Donc dedans nous avons 25% de BFI, donc de banque de financement institutionnel. Ensuite nous avons 5% en SFI, donc dans les services financiers aux institutionnels. Ensuite, on passe à la gestion d'épargne et assurance qui fait 28% du chiffre d'affaires de Crédit Agricole avec 12% dans les assurances, 13% dans la gestion d'actifs, 4% dans la gestion de fortune. Ensuite, nous avons la banque à proximité. Donc 16% est fait par LCL, 13% est par les banques de proximité à l'international, et enfin, nous avons les services financiers spécialisés qui font 11% du chiffre d'affaires avec 9% au crédit à la consommation et 3% dans les crédits de bail. Ensuite, au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, on voit ici que Crédit Agricole fait la majorité en France avec 48%, 15% en Italie, 12% dans les autres pays de l'UE, 6% dans les autres pays de l'Europe, 5% en Amérique du Nord, 2% en Asie-Pacifique, 2% en Afrique et milieu de l'Est, 1% au Japon et enfin 9% en Amérique centrale et du Sud. Donc ici, au niveau de la répartition géographique, on voit quand même que la majorité du chiffre d'affaires est fait en Europe avec plus de 60% fait en Europe. Donc on a les 48% en France, les 15% en Italie, qui sont quand même les deux pays où Crédit Agricole est extrêmement bien implanté, 12% dans les autres pays de l'Union européenne et encore 6% dans les autres pays de l'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne.
Donc maintenant, nous allons passer au compte de résultats. Donc ici, on peut voir que Crédit Agricole a un chiffre d'affaires en croissance. Donc il faisait près de 16 milliards de chiffre d'affaires en 2016 et en 2021, ils font plus de 22 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est une bonne nouvelle. Au niveau du résultat opérationnel, on voit que Crédit Agricole est également en croissance. Ensuite, on passe au résultat net et aux bénéfices par action. Donc on peut encore une fois voir que Crédit Agricole est bel et bien en croissance, même si en 2020, elle a été extrêmement impactée par la crise sanitaire, encore une fois, comme une majorité des entreprises, même s'il y en a quelques-unes qui ont bénéficié de la crise sanitaire pour exploser. Donc, à ce niveau-là, on peut voir que Crédit Agricole est plutôt bien placé. Ensuite, je passe directement à ces deux indicateurs et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, d'abord, je regarde toujours le nombre d'actions en circulation. Donc, le nombre d'actions en circulation me permet de savoir aussi l'entreprise dilue ses actionnaires ou alors elle ne dilue pas ses actionnaires grâce à des rachats d'actions. Donc ici, on peut voir que Crédit Agricole dilue bien ses actionnaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose de négatif. Ensuite, un indicateur extrêmement important pour le secteur bancaire, je trouve, c'est le dividende, car je trouve qu'il y a énormément de personnes qui investissent dans le secteur bancaire pour le dividende, car on voit que les banques donnent des rendements assez élevés, au minimum 5%, et ça peut aller jusqu'à 10-12%. Donc je voulais quand même vous rappeler qu'au niveau du dividende, il y a une chose à vérifier, c'est est-ce que le dividende est croissant et est-ce que ce dividende est périn. Donc ici, on peut voir que Crédit Agricole a bien donné un dividende entre 2001 jusqu'à 2010 sans interruption, avec pas forcément une baisse entre 2007 et 2008, car ici il y a eu un split des actions. C'est pourquoi on voit qu'il y a une baisse du dividende. Mais si on regarde bien, entre 2010 et 2013, elle n'a pas donné des dividendes. Et à cette époque, il y avait la crise de l'euro. Donc clairement, quand il y a eu la crise de l'euro, à un moment assez important, Crédit Agricole n'a pas forcément donné de dividendes. Et on peut voir également en 2019, pendant la crise sanitaire, Crédit Agricole n'a pas forcément donné de dividendes. Donc pour moi, la stratégie d'investir dans le secteur bancaire pour un rendement assez élevé n'est pas forcément une bonne chose, étant donné que le dividende n'est pas tenu sur le long terme et il peut être coupé à n'importe quelle crise. Donc actuellement, pour moi, on se retrouve potentiellement dans une grosse crise. C'est pourquoi je ne, je n'achèterai pas de Crédit Agricole pour son dividende, car à tout moment, ce dividende peut être moins élevé que prévu ou alors il peut être également coupé. Pour ma part, regarder les indicateurs qu'on vient de voir nous permet d'avoir une première vision sur la banque, mais il ne sert à rien d'aller voir les marges qu'elle fait par exemple, car pour les banques qui donnent des crédits, la marge va être en fonction du taux directeur que la Banque centrale va décider, et pendant des années, les taux directeurs étaient extrêmement bas, ce qui faisait que les banques ne faisaient pas énormément d'argent sur ce segment, mais maintenant que les taux commencent à remonter, ce segment de la banque devient de plus en plus intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que les marges passées pour les banques ne reflètent pas du tout les marges qu'elle peut avoir dans le futur. Cependant, il y a certaines choses qui est absolument essentiel de regarder quand on analyse une banque, mais avant ça, on va voir pourquoi les actions bancaires baissent. Alors pourquoi les actions bancaires ont diminué et est-ce que les raisons qui expliquent cette baisse sont durables ou est-ce qu'il y a des risques à court terme? Seulement dans ce cas, ça pourrait offrir une opportunité de plus-value, car je rappelle qu'on a vu que pendant les périodes difficiles, les banques ne donnent pas forcément de dividendes, car elles préfèrent garder des liquidités pour passer les crises, ou parce que le gouvernement demande de ne pas donner de dividendes, comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire. Donc le premier indicateur à regarder est le PIB, donc le produit intérieur brut qui représente la création de richesse. Donc ici on peut voir que nous sommes sur une croissance moins forte en 2022 qu'en 2021 avec 2,5% en zone euro, mais on voit également qu'il est prévu que le PIB soit de 1,1% en zone euro en 2023. Donc le fait que la Banque centrale table sur un ralentissement économique est négatif pour le secteur bancaire et crée même un risque, car comme on peut le voir dans le graphe en bas à droite, il va sûrement avoir un taux de chômage qui va augmenter dû au ralentissement économique provoqué en partie par la remontée des taux afin de combattre l'inflation. Donc vraiment l'économie est reliée et chaque chose impacte une autre chose. Donc revenons sur le taux de chômage. Donc si ce taux de chômage augmente, ce qui va être certainement le cas, donc il va y avoir des personnes qui vont perdre leur emploi, ce qui va faire qu'il y a
un risque qu'ils ne peuvent pas payer leur crédit et que la banque perd de l'argent. Donc le fait que le taux de chômage augmente est pour moi une des données les plus négatives pour les banques. Et enfin, on a l'inflation. Donc quand l'inflation est forte, généralement, les personnes utilisent leur argent pour les choses primaires, comme la santé, la nourriture ou encore l'énergie. Et donc, ils sont obligés de baisser leurs dépenses dans les choses moins importantes, ce qui impacte la croissance. Et pour baisser cette inflation, les banques centrales ont une stratégie, et cette stratégie est de remonter les taux d'intérêt. Ce qui va faire que le crédit est moins accessible et moins rentable, donc les citoyens de la zone euro auront moins d'argent dans les poches, ce qui va faire baisser la demande et par conséquent l'inflation. Donc si on devrait faire un résumé rapidement, on a un ralentissement économique, une inflation élevée, que la Banque centrale combat en augmentant les taux d'intérêt, ce qui fait que le taux de chômage va augmenter, qui va d'une part créer un risque sur le remboursement des crédits, et d'autre part, il va avoir une baisse des marchés financiers, donc une perte de gains dans le segment gestion d'actifs de Crédit Agricole. Donc vraiment actuellement, le secteur bancaire baisse pour des raisons fondamentales évidentes, mais comme on a pu le voir dans le passé, les banques ont passé toutes les crises, même celles des subprimes. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi il y a une baisse sur les actions du secteur bancaire, je vais vous montrer les indicateurs que je regarde pour savoir si l'entreprise peut passer la crise sereinement. Donc le premier, c'est la qualité de l'actif que détient la banque. Donc ici, on voit que les encours sains sont en augmentation et les encours pour risque avérés diminuent. Donc ça, c'est quelque chose de positif étant donné le risque macroéconomique qu'on vit actuellement. Ensuite, on voit également que le taux de créance douteux est faible pour le groupe Crédit Agricole avec seulement 2% et un taux de couverture assez élevé. Donc encore une fois, on voit qu'au niveau de la qualité des actifs, ils sont plutôt bien. Je rappelle que la crise des subprimes a explosé à cause d'un problème de qualité au niveau des crédits, mais je vous laisse regarder le film Big Short si l'histoire de la crise de 2009 vous intéresse. Ensuite, au niveau de la solidité financière, un indicateur intéressant à regarder est le CET1 qui compare le capital d'une banque à ses actifs en fonction des risques afin de déterminer sa capacité à résister à des difficultés financières. Donc plus cet indicateur est élevé, plus la banque peut faire face à des difficultés. Donc ici on peut voir que le groupe Crédit Agricole continue à augmenter cet indicateur, ce qui est une excellente chose et qui montre bien que Crédit Agricole fait tout pour être le moins risqué. Ensuite, une chose que j'aime bien regarder, c'est le portefeuille de prêt pour savoir de quoi est-il constitué. Donc ici, on voit que le portefeuille est constitué de 46% de crédit d'entreprise, 27% de crédit d'habitat, 10% de crédit à la consommation, 7% aux professionnels, 6% en leasing, 3% en gestion privée et enfin 1% dans le reste. Presque la majorité des prêts sont donnés à des entreprises. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif étant donné que les entreprises normalement gèrent plutôt bien leur argent. Après, il faudrait vérifier à quelle entreprise les prêts sont donnés. Est-ce que ce sont des petites entreprises qui ont des chances de faire faillite pendant la crise qu'on vit ou est-ce que ce sont des grosses entreprises? Et dans ce cas-là, ça permet d'avoir une bonne diversification et d'avoir peu de chances qu'ils font faillite. Ensuite, au niveau du crédit habitat, une des choses que je vois qui est plutôt bien, c'est qu'en très grande majorité, le crédit est à taux fixe, amortissable, cautionné ou garanti par une sûreté hypothécaire. Donc ça, c'est plutôt bien car cela veut dire que même si le Crédit Agricole a donné des prêts à des personnes, ils ont quand même des sécurités derrière. Donc encore une fois, c'est plutôt positif. Ensuite, une dernière chose que je trouve plutôt positive, c'est que il y a seulement 10% de crédit à la consommation. Et enfin, un dernier indicateur que je regarde et qu'il ne faut pas oublier de regarder, c'est l'exposition que la banque a en Russie. Car je vois beaucoup de personnes, quand ils décident d'investir dans une bancaire, ils se retournent vers la Société Générale. Car c'est la bancaire la plus sous-évaluée, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est également la bancaire qui a le plus d'exposition en Russie. Sachant que le retour qu'on a de certaines entreprises est qu'ils perdent entièrement la valeur de leurs actifs qui se trouvent en Russie. Donc si vous comptez calculer la valeur des actifs d'une entreprise ou bancaire, je vous conseille de prendre l'hypothèse que les actifs qui se trouvent en Russie vaut zéro. Et dans ce cas-là, on comprend mieux pourquoi la Société Générale est sous-évaluée. Donc je pense que vous avez compris que je ne suis pas du tout fan de la Société Générale et que je préfère ne pas investir mon argent dans cette entreprise.
Dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui ont investi dans la Société Générale avec des arguments afin qu'on puisse échanger sur cette entreprise et peut-être changer mon avis sur cette entreprise. Donc revenons à Crédit Agricole et on voit bien qu'elle baisse son exposition à la Russie, ce qui permet de rendre encore l'entreprise plus robuste à la crise qu'on vit. Donc voilà quelques indicateurs intéressants quand on analyse une bancaire si on veut se faire un avis plus pertinent. Donc au niveau de l'analyse technique de Crédit Agricole, je la trouve plutôt simple. Pour ma part, il y a un très gros canal qu'on pourrait tracer comme ceci. Donc la valeur Crédit Agricole se situe généralement dans ce canal. Donc clairement sur le long terme, la valeur n'est pas en croissance. Et ça c'est quelque chose de normal car je rappelle que le secteur bancaire est un secteur cyclique. Donc pour ma part, j'achèterai la valeur quand elle se situerait en bas de ce canal. Et je vendrai la valeur quand elle se situe en haut du canal. J'utilise également d'une autre manière le cours de Crédit Agricole. J'utilise comme indicateur pour savoir si on se situe en haut de cycle, comme on a pu le voir en début de cette année, ou est-ce qu'on est en bas de cycle. Et dans ce cas-là, on devrait avoir la valeur Crédit Agricole en bas du canal. Donc ça me permet aussi de savoir quand est-ce que il se peut que nous sommes en surchauffe ou quand est-ce que le marché peut être intéressant à être acheté. Donc je trouve que ça marche plutôt bien car si on regarde les deux derniers moments, avant la crise sanitaire, nous étions en haut de canal. Vous pouvez penser qu'il fallait vendre une majorité de ces actions. Et direct après l'annonce du confinement, nous avons eu une baisse de Crédit Agricole et nous sommes arrivés en bas du canal et c'était à ce moment-là qu'il fallait acheter des actions pour avoir le bull run qu'on a eu depuis 2020 sur les marchés. Maintenant, en début d'année, on a commencé à avoir une baisse des actions, encore une fois, et comme on peut le voir ici, en début d'année, nous étions en haut du canal et pour le moment, nous sommes en baisse, mais nous ne sommes pas encore arrivés en bas du canal, donc c'est possible qu'il nous reste encore des baisses à avoir sur les marchés financiers et potentiellement quand Crédit Agricole arrivera au niveau du bas du canal, alors ce serait intéressant de rentrer très fort sur le marché financier. Donc moi je l'utilise d'une part pour acheter l'action Crédit Agricole, mais également d'autre part pour avoir un indicateur économique sur les bancaires. Car je rappelle que les bancaires sont quand même au centre de l'économie. S'il y a des soucis au niveau des bancaires, il y a des soucis dans les autres secteurs. Et si le secteur bancaire se porte plutôt bien, alors les autres secteurs peuvent se porter plutôt bien. Pour conclure, Crédit Agricole a des fondamentaux qui montrent qu'elle a peu de chances de faire faillite durant cette crise. De plus, je pense que la BCE ainsi que le gouvernement français ne laisseraient pas faire faillite une aussi grosse banque comme Crédit Agricole, car cela aurait des conséquences désastreuses sur l'économique. Donc, je possède une petite ligne sur Crédit Agricole avec un PRU de 10 euros, mais bien sûr, je n'ai pas fini ma ligne. C'était pour rentrer dans le secteur bancaire suite à la chute qu'il y a eu dans ce secteur après le début de la guerre en Ukraine. Je compte la renforcer si elle descend vers les 6 euros. Et si elle ne descend pas, ce n'est pas grave car j'aurai eu la diversification que j'ai cherchée en rentrant dans ce secteur et potentiellement une plus-value et un dividende s'il n'est pas coupé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine.